Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette merveilleuse salle, il faut quand même le souligner. Je crois que ça ne vous a pas échappé que lors de ce FEB, nous allons beaucoup parler de régénération. Et ben, c'est la thématique de notre plénière. Peut-être en introduction, juste avant de vous présenter nos invités, j'avais une question à vous adresser. Est-ce que la croissance économique, telle que nous la connaissons, est-elle en train de nous mener à une forme de burn-out placée sous le signe de l'épuisement ? Selon une récente étude qui est parue dans la revue Nature, 7 des 8 limites planétaires ont été dépassées. Je précise que dans le cadre de cette étude, le nombre de limites planétaires a été revu à 8. Épuisement de la nature et des ressources, épuisement des humains aussi face à cette course effrénée à la productivité, épuisement des sociétés face à cet épuisement généralisé. Il y a une nouvelle voie qui fait parler d'elle, c'est celle de la régénération. Et si les entreprises réinventaient leur modèle économique en s'inspirant de la nature, c'est précisément ce qu'on va évoquer aujourd'hui en évoquant les contours, les bénéfices de l'économie régénératrice. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Emery Jacquia, qui est président de la CAMIF et cofondateur de la communauté des entreprises à mission. Je vais en profiter pour faire un énorme mea culpa, parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, si vous étiez en plénière d'ouverture. Donc Emery, vous êtes cofondateur, mais vous n'êtes plus président, parce qu'actuellement, il y a une coprésidence avec notamment Hélène Bernico, qui est dans la salle. Toutes mes excuses, Hélène, pour cette petite erreur. Voilà, c'est fait, il fallait que je le fasse. Chris Roy-Gramos, qui est vice-président Regenerative Business chez AXA Climate. Elisa Madavi, directrice RSE chez Enedis. Et enfin, Emmanuel Balizère, directeur d'investissement des infrastructures bas carbone chez Epopée Gestion. On en saura un peu plus dans un instant. J'ai une première question pour vous, Emery. Les modèles économiques émergents ont une particularité qui est de se définir en général en opposition à une caractéristique négative du système économique en place. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, l'économie régénératrice ? Vous avez 3 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Probablement, ce qui distingue, c'est la prise de conscience qu'on est la dernière génération à pouvoir agir. Avant que tout ça nous échappe, la prise de conscience que le dérèglement qu'on observe, la dégénérescence finalement du vivant et de la planète, elle est liée à nos modes de vie, elle est liée à nos modes de faire entreprise au fond, à nos modes de production, à nos modes de consommation, et qu'il y a urgence à changer. Donc l'entreprise régénératrice, c'est celle qui a déjà pris conscience de son rôle, parce qu'en tant que citoyen, on peut faire des choses, les États ils peuvent faire des choses avec le levier de la réglementation, de la fiscalité, de la commande publique, mais les entreprises sont probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition et qu'il faut d'urgence activer. Et finalement, ces entreprises, elles font ce pari qu'on peut réconcilier l'économie et les enjeux et les défis de l'humanité qu'on a aujourd'hui, qui sont des défis énormes, climatiques, etc., biodiversité. Elles font le pari qu'elles peuvent transformer en profondeur la société tout en gagnant de l'argent, parce que l'entreprise, c'est pas de la philanthropie. Elles ont pris conscience qu'il y a des limites à la planète, que la croissance n'est peut-être pas infinie, que ce mythe de la croissance infinie en fait, nous a conduit dans le mur, en fait, et qu'il y a une urgence à réinventer nos modèles, réinventer notre économie pour qu'elle soit soutenable, pour qu'elle soit durable. Et ça passera probablement par réinventer vraiment le cœur du modèle économique de l'entreprise pour passer d'une économie linéaire à une économie plus circulaire, à une économie plus locale, plus respectueuse des hommes et des femmes et de la planète. Voilà. Après, je ne dirais pas que ces modèles économiques sont en opposition nécessairement avec les modèles économiques classiques. Parce que je crains en fait la bipolarisation et je crains la radicalité qu'on peut observer aux États-Unis notamment. Et je pense que l'enjeu clé, c'est d'arriver à embarquer tout le monde dans ce nouveau modèle et de transformer, de changer le monde de l'intérieur, de transformer les entreprises de l'intérieur. Et je pense que toutes les entreprises peuvent changer leurs pratiques, changer leur modèle économique, qui deviennent soutenables,
et pour cela, qu'ils contribuent positivement à la société. Cela, en fait, ça s'appelle se définir une mission. On en parlera, Hélène en parlera mieux que moi encore demain. L'entreprise à mission est un merveilleux cadre pour définir la contribution positive que l'entreprise peut apporter au monde par son modèle économique. Il ne s'agit pas de répondre aux 17 objectifs de développement durable ou à 350 questions d'un questionnaire Bicorp ou autre. Il s'agit de définir qu'est-ce qui est singulier dans le modèle de l'entreprise et ce à quoi elle peut contribuer et mobiliser toutes ses parties prenantes. Pour oublier aucune des parties prenantes, moi je vous invite à retenir l'acronyme de la CAMIF. Le C, les clients, le A, les actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, son territoire, la planète, le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, et le F, les fournisseurs. Embarquer tout le monde dans ce projet très excitant de réinventer notre économie, réinventer nos modèles, et finalement s'inscrire dans ce que Kate Raworth, qui a inventé la théorie du donut, vous voyez cette image du donut, elle est intéressante parce que ce qui est bon dans le donut, c'est pas le trou au milieu, c'est vraiment le donut. Et le donut, c'est deux choses, à la fois un plancher social, en dessous duquel il fait vraiment pas bon vivre, et en même temps un plafond écologique qu'on peut plus dépasser, parce qu'on court à notre perte si on le fait. Et donc il faut arriver à trouver ce modèle d'une forme de sobriété économique, une forme de sobriété heureuse, parce que c'est un modèle de société qu'il faut réinventer, c'est un récit qu'il faut réinventer. Et l'entreprise est ce lieu du collectif où on peut faire ça. Et aujourd'hui, les dirigeants ont donc un rôle et une responsabilité énorme pour transformer le monde. Et si on aime nos enfants, moi je dis qu'il faut faire le pari de l'amour, si on aime nos enfants, si on aime la planète dans laquelle on vit, eh ben, il faut utiliser la force qu'on a, nos entreprises, notre pouvoir, pour transformer le monde et leur bâtir un monde viable. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont précurseurs, la CAMIF en fait partie. Il y a des entreprises qui prennent la voie et qui ouvrent la voie par rapport à la régénération. C'est la mission, entre autres, de la Convention des entreprises pour le climat qui accompagne les entreprises dans ce sens. Néanmoins, est-ce que les entreprises sont réellement prêtes et est-ce que nos modèles d'aujourd'hui peuvent-elles s'adapter à cette bascule vers l'économie régénératrice ? Il n'y aura pas le choix. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'elles sont prêtes ou pas, c'est comment elles s'y préparent, comment elles se mettent en chemin. Il y a une urgence pour agir. Il y a une urgence de transformer nos modèles. Les crises qu'on connaît et qui vont s'amplifier, les crises de la ressource, qu'elles soient humaines ou matérielles, en fait, on ne peut pas attendre de se les prendre en pleine figure pour changer. Donc il faut bien anticiper, c'est le rôle de l'entreprise d'anticiper ça. Et face à la raréfaction des ressources, que ce soit l'eau, je disais qu'il y a 85 départements qui sont en restriction d'eau, que ce soit les terres rares, elles portent bien leur nom, que ce soit le sable, qui n'est pas vraiment une terre rare, mais qui devient aujourd'hui une ressource critique. Face à la raréfaction de la ressource, il y a urgence à trouver d'autres voies possibles, où on va d'abord refuser un certain nombre de pratiques, où on va réduire assez fortement notre utilisation de la ressource, où on va davantage réutiliser, où on va davantage recycler. C'est les 5 R, les fameux 5 R. Donc aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se dire « finalement, ça ne me concerne pas ». Elles sont toutes touchées, elles vont toutes l'être. Quand votre facture d'énergie fait x10, si vous n'avez pas anticipé la chose, c'est compliqué. Et l'enjeu n'est pas uniquement un enjeu de se conformer à un certain nombre de bonnes pratiques, de responsabilité. La RSE, c'est bien, mais ça n'a pas vraiment transformé l'entreprise. De toute façon, la RSE va s'imposer, et puis la norme, ça va devenir la norme. L'enjeu, c'est que l'entreprise contribue concrètement à quelque chose de positif pour la société. Et donc, elle ait un impact positif. Et donc, il ne s'agit pas juste de faire moins mal ou de faire un peu mieux, mais de contribuer positivement à travers notre modèle économique. Et c'est là où le statut ou la qualité de société à mission prend tout son sens, parce que c'est un cadre qui est, et je pense qu'on a besoin pour réinventer nos modèles d'un cadre, qui est très structurant pour un dirigeant qui veut rendre son entreprise plus contributive pour la société, qui vient pérenniser cet engagement, qui vient le clarifier, et puis qui vient crédibiliser la démarche. Parce que dans ce cadre de la société à mission, il
il y a à la fois l'inscription dans les statuts qui permet de définir les objectifs socio-environnementaux de l'entreprise et d'aligner les actionnaires à l'idée que l'entreprise n'est pas là uniquement pour servir leur profit, mais pour une raison d'être et des objectifs sociaux. Ça permet d'avoir l'alignement des actionnaires. La deuxième chose, c'est la gouvernance de l'entreprise qui évolue grâce au comité de mission où on retrouve sur les 1500, à peu près, un peu moins de 1500 sociétés à mission aujourd'hui, beaucoup de parties prenantes, de représentants de parties prenantes, mais aussi des experts des enjeux sur lesquels la société s'est engagée. Donc c'est une gouvernance plus ouverte, plus partagée. Et enfin, le contrôle, le double contrôle par le comité de mission et l'organisme tiers indépendant externe qui vient vérifier la qualité de ces missions. Et donc ce cadre est un cadre très, très intéressant, ce qui est à la fois un levier d'engagement pour les collaborateurs, ça permet de redonner du sens à l'entreprise, parce que on va dire ce sur quoi on a envie de contribuer, et ça va être la raison d'être ensemble au fond. Hein. C'est un levier d'innovation. Paradoxalement, quand on crée un cadre, c'est un champ d'innovation incroyable parce que ça permet de clarifier pourquoi on est ensemble et de réinventer nos pratiques. On a besoin d'un cadre pour ça. Un levier d'innovation très fort pour réinventer nos modèles. Et du coup, à la fin, c'est un levier de performance. Mais pas qu'une performance financière, une triple performance économique, sociale et environnementale. On va revenir dans un instant sur l'exemple de la CAMIF. Juste avant, Elisa, l'année 2023 est marquante, est une année marquante pour Enedis parce que le 27 juin 2023, très précisément, Enedis est devenue la première grande entreprise à mission dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce qui vous a motivé à opérer cette bascule et qu'est-ce que ça change en interne mais aussi à l'externe ? Oui, évidemment, nous sommes très fiers d'être la première entreprise de secteur de l'énergie à avoir adopté le statut de l'entreprise à mission. C'est un choix qui s'est imposé à Enedis à la fois comme une évidence, mais aussi comme une envie d'aller plus loin. Une évidence parce que Enedis, c'est une entreprise de service public. Nous acheminons quotidiennement ce bien essentiel qui est l'électricité à 37 millions de clients. Donc, sur 95% des territoires et par tous les temps. Donc, clairement, devenir une entreprise à mission, c'est dans le prolongement de nos missions de service public. Mais on veut encore aller plus loin, rendre mesurables et visibles nos engagements à la fois environnementaux et sociétaux au service de l'intérêt général, au service d'une société plus juste, mais aussi plus durable. Si je prends l'exemple du climat, nous sommes plus que jamais engagés dans ce qu'on peut appeler la deuxième électrification de la France. On vit dans un pays qui vise la neutralité carbone en 2050. Tout ça va se passer avec beaucoup plus d'électricité. Je rappelle qu'aujourd'hui, la consommation d'électricité, la part d'électricité dans la consommation finale, c'est un quart. On devra être à 55% à 2050. Donc, une accélération notamment des énergies renouvelables. Et le réseau de distribution, c'est la colonne vertébrale sur laquelle va se reposer cette accélération et cette transition. On veut aussi avoir ou confirmer notre rôle sociétal. On accompagne nos clients dans la sobriété énergétique. Nous avons des salariés engagés qui font du mentorat, qui déploient la fresque du climat dans les mairies, dans les collectivités, dans les écoles. Après-demain, on va inaugurer la première classe dans un lycée Bac Pro des écoles des réseaux pour la transition écologique. Donc, tout ça pour démontrer et confirmer notre impact positif. Et puis en interne, évidemment, c'est un levier formidable d'engagement, redonner du sens, comme le disait Emery, avoir une raison d'être commune, avoir une raison d'agir désormais avec cette boussole commune. Donc, on va tous aller dans le même sens. Merci beaucoup. Alors, Chris Emmanuel, je vous donne la parole dans un instant. J'aimerais juste qu'on finisse sur le chapitre des entreprises à mission et ensuite on rentrera plus en détail sur l'économie régénératrice. Donc, avec la CAMIF, je rappelle que vous avez été précurseur puisque vous avez adopté ce statut d'entreprise à mission 2 ans avant que la loi Pacte ait été promulguée. C'était en 2017. Vous avez également, je le disais en introduction, cofondé la communauté des entreprises à mission. Quel regard vous portez sur ce sujet ? D'abord, c'est quelque chose qui est très accessible.
80% aujourd'hui des entreprises à mission sont des PME. C'est un beau projet pour un dirigeant qui veut à la fois affirmer sa vision, donc c'est un acte de leadership qui est assez fort, et en même temps donner du sens à sa vie, parce qu'en tant que dirigeant, on n'est pas non plus absent de cette quête de sens. La dynamique est forte. Ce modèle existe en France, mais il existe également en Italie, en Espagne, et on compte évidemment avec la communauté des entreprises à mission le développer en Europe pour qu'on adopte un cadre européen de l'entreprise à mission, pour affirmer aussi la singularité de notre vision d'un capitalisme peut-être plus contributif que celui des Américains ou des Chinois. Et donc, je pense que c'est franchement l'avenir, parce que quand on a de l'engagement des collaborateurs, quand on a un cadre qui suscite et génère de l'innovation dans la boîte, c'est vraiment quelque chose de performant. Pour Camif, l'inscription dans les statuts, alors peut-être une petite précision, vous avez dit c'est un statut d'entreprise. Non, ça n'est pas un statut, l'entreprise, la société à mission, c'est une qualité qui s'adapte justement à tous les statuts d'entreprise. On peut être, et on le voit, une structure de l'ESS, une ESARL, une ESA, une boîte cotée, et adopter la qualité de société à mission, parce que tout le monde gagne à clarifier sa contribution. Pour Camif, l'inscription statutaire en 2017, elle a été le fruit déjà d'un travail de collaboration avec les chercheurs qui avaient inventé le modèle Blanchet-Restin et Armand Hatchuel en 2008, dans leur laboratoire la chaire théorie de l'entreprise de l'école des mines, en se disant finalement la crise financière, c'est pas la crise financière, c'est la crise de l'entreprise. On a juste oublié pourquoi l'entreprise existe et à quoi elle sert. Et à force de mettre le profit au-dessus de tout, et comme seul et unique objectif de l'entreprise, on s'est planté. Et donc, leur vision de l'entreprise, le cadre qu'ils cherchaient à expérimenter, Camif a fait l'expérimentation de ce cadre, et on l'a trouvé extrêmement riche. D'abord par le chemin, et une question qui nous a conduit à interroger largement l'ensemble de nos parties prenantes pour redéfinir finalement la raison d'être de Camif, son utilité, pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert. Ça a été 2 ans et demi de travail pour formuler 2 phrases. Donc, c'est pas super efficace, mais c'est ce travail collaboratif qui prend du temps, et je pense qu'il faut insister sur cette notion du temps long, qui est extrêmement importante pour bien définir cette mission. Et l'inscription statutaire a été un élément assez, un tournant ou un accélérateur en fait dans notre chemin de l'entreprise contributive ou régénérative. Quand on se dote d'une mission qui, le premier objectif de mission, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable, ça nous réinterroge sur nos pratiques, et on se dit, donc en 2017, on va fermer camif.fr pour boycotter le Black Friday. C'est quand même le meilleur jour du e-commerce de l'année, donc on s'en est privé. C'est un marqueur très fort de notre attachement à la sobriété. Et notre fierté, c'est que ce renoncement, en fait, il a bousculé, mais il a eu beaucoup d'effets positifs sur l'attractivité de la marque auprès de nos collaborateurs, parce que c'est un marqueur de la sincérité de cet engagement, sur l'attractivité de la marque auprès des consommateurs. On est devenu la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison pour notre engagement sur la consommation responsable. Ça a permis beaucoup de renouveler la clientèle de Camif, qui était composée de beaucoup d'instituteurs à la retraite. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est vraiment des jeunes qui n'ont pas plus de moyens, mais qui font beaucoup plus d'arbitrage dans leur acte de consommation, qui consomment moins et mieux, qui n'ont pas forcément acheté le dernier smartphone à la mode lors du Black Friday, et qui achètent 3 fois plus d'occasions, et qui, quand ils veulent acheter un bon produit, vont mettre le prix, mais ils vont aussi mettre l'attention à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Et le troisième objectif de mission dont je pourrais parler aussi, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous a obligés à revoir en 2017 les 20 000 références du catalogue Camif et se poser la bonne question. Comment sont fabriqués les produits qu'on vend? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment on peut faire mieux avec moins? Et ça nous a mis sur la voie d'une transformation de notre propre métier, puisqu'on est en train de passer du métier historique de Camif, qui est un métier de distributeur, où on faisait un travail de sélection de l'offre sur les critères local, qualité, durable, à un métier d'éditeur, où on développe nos propres collections. Un exemple, le matelas Timothée, qui est sorti l'année dernière, fruit de 4 ans de coopération, de travail, donc le temps long sur l'économie circulaire, pour mettre au point ce matelas qui est une innovation dans la literie, puisque c'est le premier matelas fabriqué à partir de vieux matelas recyclés. Donc c'est une première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. L'effet positif, il y en a 3. Économique d'abord, c'est un produit exclusif qu'on ne va pas retrouver sur toutes les marketplaces, donc ça protège nos marges. La crise des matières premières, la flambée des matières premières qu'on a connue,
le matelas circulaire qui était un peu plus cher avant la crise, aujourd'hui il est plus économique que le matelas en mousse traditionnel fabriqué à partir de pétrole. C'est intéressant. Et puis une valeur sociale, puisqu'on a pu mesurer que quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on génère par notre activité. Et enfin, une valeur environnementale, c'est 45% de CO2 en moins qu'un matelas traditionnel. Voilà, c'est un exemple qui est assez bon parce qu'il est au cœur de l'offre. C'est ça l'entreprise à mission. C'est pas toucher, c'est pas mettre des panneaux solaires sur le toit du magasin. C'est vraiment toucher au cœur du modèle économique d'entreprise. Oui. Et il est créateur d'une triple valeur. Et j'aimerais rebondir sur le sujet avec vous, Chris Roy-Ramos. On va parler d'AXA Climate dans un instant, mais juste avant, peut-être en rebond aux propos d'Emery Jacquia, comment est-ce qu'on peut être à impact positif aujourd'hui quand on est dans une logique de production, de fabrication? Est-ce que c'est possible dans l'absolu? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'au cœur de cette question, il y a une question très personnelle de c'est quoi l'impact positif? Et quelque part, il n'y a pas de sachant, il n'y a pas d'expert là-dessus de façon normative qui va aller poser ça pour les autres. Et collectivement, c'est aussi un choix collectif de dire quels sont nos récits autour de l'impact positif. Alors, il y a un angle qu'on peut prendre qui est l'angle de l'environnement, des limites planétaires. Vous parliez des 8 limites planétaires. Parce qu'elles sont aujourd'hui très dégradées, parce qu'on a une biosphère, des écosystèmes qui sont dégradés, quelque part, l'impact positif, là, il est possible dans la régénération. Emery, tu parlais d'économie circulaire. Il y a du déchet, il y a beaucoup de déchets. Comment est-ce que ça, en fait, ça devient des ressources? En Bretagne, il y a un plan zéro déchet 2040 qui est mené par la région. Et il y a une vraie question, par exemple, sur les déchets et les coquilles d'huîtres qui produisent des centaines de tonnes de déchets. Et il y a une quarantaine d'ostréiculteurs qui prennent cette question-là et se disent comment ça peut être une ressource. Donc ça, c'est une façon de faire de l'impact positif. Ou sur l'agriculture régénérative. On prend des terres qui vont être assez dégradées, on produit de la nourriture et en même temps, on va aller réhabiliter les écosystèmes qui sont là. Une autre façon pour moi de faire de l'impact positif avec ce prisme-là, c'est une activité qui va s'intégrer dans un territoire et qui va revivifier ce territoire-là. Je prends l'exemple, par exemple, d'une centrale photovoltaïque qui arrive dans un cadre rural, qui amène une transition énergétique, mais qui peut aussi être un moteur d'une transition agricole. En apportant de la richesse, en apportant de la connexion, elle peut aider les agriculteurs installés à transitionner, à dérisquer leur transition. Donc c'est là où on voit qu'il y a vraiment du potentiel sur de l'impact positif, mais on voit aussi potentiellement, dans le dernier exemple, la limite. Parce que l'exemple de la centrale photovoltaïque, on peut se poser la question du panneau PV, qui n'est pas neutre. Et on revient vraiment, et donc en grand alignement avec ce qui était dit plus tôt, sur des questions de limites, de croissance limitée, de planètes qui nous montrent qu'elle a des systèmes qui sont des limites planétaires, et où est-ce qu'on met la barre, à quel point est-ce que trop d'impact positif devient un impact négatif. Et donc la frugalité là aussi, la croissance limitée qui est une propriété du vivant, on n'a pas des arbres qui font des kilomètres de haut, le fait de savoir c'est quand ma limite, ça c'est clé quand on réfléchit à l'impact positif. On va parler d'AXA Climate, qui est une entité à part du groupe AXA, qui est dédiée à l'adaptation climatique et environnementale. On ne vous attend pas nécessairement sur le terrain de l'économie régénératrice. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la mission d'AXA Climate et quelles actions concrètes vous menez? Alors la mission d'AXA Climate, c'est rendre universelle l'entreprise régénérative. Et en effet, on ne nous attend pas forcément là-dessus, il y a eu tout un cheminement. Un cheminement qui est parti quand l'entreprise, qui en effet, c'est une entité indépendante, c'est 200 collaborateurs, c'est une cinquantaine de scientifiques, climatologues, géologues, agronomes, hydrologues. Le point de départ, en venant de l'assurance, ça se comprend, c'est le risque climatique. Et ce cheminement, il a amené en effet à tirer le fil du carbone et de comprendre que si on décarbone de façon indiscriminée, on peut faire plus de mal que de bien. Et vous parliez des limites planétaires, on peut en fait faire du mal sur le cycle de l'eau, sur le cycle du vivant de la biosphère, sur la santé des sols. Et donc cette vision globale, elle nous amène à réfléchir le rôle de l'entreprise. Et ça fait vraiment écho avec ce qui a été dit plus tôt, sur des thématiques notamment de mission d'entreprise. Quel est le rôle en fait de ce formidable acteur humain qu'est l'entreprise, qui est un agent de transformation énorme aujourd'hui dans le monde? Quel est son rôle? Et la régénération, c'est articuler nos systèmes humains avec les systèmes environnementaux pour qu'on puisse faire le lien. Et ça implique un vrai ancrage territorial. Ça implique de bien comprendre c'est qui mes parties prenantes sur mon territoire. Alors bien sûr, j'ai mes clients, mes consommateurs, je vais avoir mes co-créateurs, donc mes fournisseurs par exemple.
je vais avoir ma communauté, la puissance publique, la société civile. Et puis, bien sûr, il faut que je remette là-dedans toutes les parties prenantes terre, toutes les parties prenantes écosystème. Et enfin, toute la sphère financière dans laquelle il faut qu'on articule une logique financière qui peut être régénérative. Cet ancrage territorial-là, il va dévoiler des relations, il va dévoiler des potentiels et il va amener aussi de nouvelles formes de collaboration. Et c'est là où je pense que la question de l'impact, on parle de l'impact environnemental, mais l'impact humain, et vous parliez du burn-out, quelque part c'est intéressant de voir qu'en parallèle, on a une vraie dévitalisation de notre environnement qui est en parallèle à une vraie dévitalisation de nos entreprises. Et quel est le lien qui se fait là? Et donc, il y a des exemples vraiment inspirants. Moi, j'en prends un, j'en parlais tout à l'heure, l'exemple d'un agro-industriel qui a pris conscience des enjeux environnementaux sur sa filière, qui est la filière du lait. Et c'est pertinent par rapport à la Bretagne, qui est quand même la première région de production de lait, et qui a changé la norme, qui, au lieu de rester dans une logique de négociation des achats sur le prix minimum, s'est posé avec une vision de long terme, un prix fixé, et a décidé en quelque sorte de faire écosystème et de changer son rapport. Et donc dans l'impact positif, il y a vraiment cette question de comment est-ce qu'on collabore différemment avec nos parties prenantes. Merci beaucoup, Élisée. On revient avec Enedis et quelques exemples concrets dans un instant. Je voulais juste entendre Emmanuel Valisère sur vous représentez donc Épopée Gestion. Je précise que c'est une entreprise d'investissement au service des territoires. Qu'est-ce qui vous distingue des autres fonds ou des autres acteurs du financement? Alors, Épopée, c'est effectivement une société qui est basée à Brest et qui a dans son ADN le souhait de réinvestir les territoires. Et on pense que cette dimension territoriale qui nous permet d'investir dans des projets, dans des entreprises qui sont au plus près des besoins des territoires, c'est une façon d'apporter une économie qui soit plus locale, plus circulaire et de contribuer à une création de valeur extra et non pas que financière. En tout cas, c'est comme ça qu'on a imaginé la genèse d'Épopée Gestion quand Ronan Lemoyle et Charles Kabilic ont décidé de créer la société. Et c'est une société qui a une vision très forte sur sa présence territoriale dans l'ouest de la France, qui a des bureaux sur tout l'arc atlantique et qui pense qu'une des réponses, c'est la dimension territoriale et locale. C'est assez complémentaire de ce que vous avez pu imaginer dans la démarche que la CAMIF, par exemple, a pu faire. Et alors ce sujet de l'économie régénératrice, comment est-ce que vous l'appréhendez chez Épopée Gestion? Alors on l'appréhende d'abord avec beaucoup d'humilité. On pense que l'économie régénérative, c'est une démarche, qu'il y a un objectif et ça fixe un cap, mais que c'est extrêmement structurant dans la façon dont on imagine et on organise l'entreprise. Et on a du coup pensé qu'il était nécessaire d'être accompagné pour enclencher cette démarche. Cette démarche, elle nous permet aussi, en la structurant, d'éviter d'avoir des fausses bonnes idées ou des réponses toutes faites, mais au contraire de vraiment penser, comme le disait Chris, les impacts de la décarbonation en lien avec les autres externalités éventuellement négatives ou positives qu'il pourrait y avoir. Donc on s'est entouré d'experts, de conseils. On a par exemple l'appui de Corinne Lepage qui nous accompagne dans une réflexion stratégique. On a un comité ESG qui se réunit mensuellement et qui travaille sur ces sujets d'économie régénérative et plus généralement de durabilité de nos activités. Et puis on a au sein de l'intégralité des équipes des journées qui sont balisées pour travailler le sujet, se l'approprier et puis s'assurer que tous les collaborateurs embrassent cette dimension d'économie régénérative. Et puis ensuite, on a nous aussi le projet de devenir société à mission, et c'est un travail qui est largement engagé puisqu'on vise d'ici la fin de l'année à basculer et à avoir non pas ce statut, mais en tout cas l'enregistrer dans nos statuts. Et on pense de façon plus générale que la bonne façon de pouvoir impacter l'économie régénérative, c'est notamment d'avoir une réflexion autour d'une économie plus locale. Une économie plus locale, plus circulaire, qui nous permet du coup de mieux travailler sur une économie aussi qui est plus résiliente. On sait que plus il y a de dimensions locales et circulaires, et plus on a une résilience importante. Vous illustriez ça avec l'exemple du matelas, on est tout à fait en ligne avec ça. Et du coup, on travaille, nous, sur une logique d'ESG-T
Dans la logique T, il y a la dimension territoriale pour pouvoir, bien sûr, travailler sur les dimensions économiques, sociétales et de gouvernance, mais aussi la dimension territoriale quand on regarde un projet, en s'assurant, par exemple, qu'il y ait une forte valeur de création d'emplois durables sur les territoires, en s'assurant que les projets ou les entreprises qu'on soutient contribuent au développement d'un écosystème. On parlera peut-être tout à l'heure de certains des projets qui ont une vraie logique écosystémique et qui permettent de créer un système économique résilient dans les territoires. Et puis on s'assure également que la décarbonation nécessaire des territoires est appuyée par les actions qu'on va pouvoir soutenir. Merci beaucoup. Alors, je reviens à l'exemple d'Enedis. Peut-être pour que ce soit plus concret pour les personnes qui sont en salle, comment est-ce qu'Enedis, justement, s'approprie ce sujet de la régénération? Comment est-ce qu'un acteur du secteur de l'énergie, comment ça se traduit finalement? Alors, comme ça a été dit à plusieurs reprises, la base, le vivant, constitue la base de toute la théorie de régénération. Enedis, c'est une entreprise qui en fait a deux réalités. Nous sommes un grand industriel, on gère le plus grand réseau en Europe, 1,4 million de kilomètres de lignes. Ce réseau est digital, performant, intelligent. Et en même temps, nous sommes une entreprise de terrain, une entreprise locale qui vit, se développe et agit en interconnexion avec le reste du vivant au cœur des territoires. Donc, quand on a 39 000 salariés, c'est l'humain qui interagit avec l'ensemble de ces parties prenantes. Donc, si je commence par nos clients, aujourd'hui, nos clients ont de nouvelles attentes. L'autoconsommation, c'est une de leurs attentes. Donc, un client qui décide de autoconsommer, c'est un client d'une certaine manière, c'est un acteur qui a décidé de utiliser l'énergie en circuit court, l'électricité en circuit court, local, de produire et de consommer sa production. Donc, Enedis est là pour l'accompagner, que ce soit en raccordant, en comptant avec les compteurs Linky. Aujourd'hui, on a plus de 35 millions de compteurs installés et on voit que l'autoconsommation a connu un boom sur le plan national de 70%. Et la région de Bretagne arrive comme une championne parce qu'on a fait un boom de plus de 99% entre 2022 et 2023. Vous l'avez dit, l'économie régénératrice, c'est aussi une économie de collaboration. C'est exactement la même ligne de conduite qu'on a adoptée avec nos prestataires. Je pense surtout à les 1500 TPE et PME avec qui on travaille en direct. On fait 50% de nos achats au cœur des territoires avec ces entreprises-là, qu'on a décidé de former, d'avancer ensemble, entraîner avec nous tout un tissu industriel sur le bilan de carbone, le bilan d'énergie. Pourquoi ? Parce que demain, on souhaite les garder, on souhaite qu'ils restent dans le vivier de nos fournisseurs et face à des critères de mieux-disance achat, qu'on puisse continuer à les faire travailler. Et puis, il y a la nature. En fait, on a toujours considéré d'une certaine manière par nos activités que la nature était une partie prenante à part entière. Les salariés Enedis sur le terrain ont un contact permanent avec les éléments de la nature. Je commence par la terre. À partir du moment où on creuse une tranchée, c'est la terre qu'on manipule, les oiseaux, lors des élagages, quand on installe les lignes. Alors, évidemment, on fait tout ce qu'il faut pour diminuer notre impact négatif, de prendre des mesures protectrices pour diminuer les mortalités par électrocution, mais on ne s'arrête pas là. On travaille main dans la main avec les ONG. La LPO est un de nos partenaires de longue date et par exemple, on installe avec eux des plateformes, des poteaux avec dessus des plateformes pour permettre la nidification, notamment de la cigogne blanche. Donc, il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté de laisser un impact positif.
Et enfin, si on considère, on regarde avec nos salariés, il y a des initiatives de réemploi, on a une plateforme où on échange, on fait des dons de matériel soit aux associations, soit entre nous. Il y a des initiatives, des jardins et potagers collectifs. Donc, en fait, il n'y a pas de... Quand on veut avoir un impact positif, il n'y a pas de petits ou de grands gestes. Chaque geste compte. Donc, pour conclure, Enedis est une entreprise vivante, vivante dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de collaborer. Alors évidemment, je ne peux pas dire, et c'est faux de dire qu'on est une entreprise 100% régénérative, mais on a l'ADN et les fondements solides pour le devenir dans le temps. Merci beaucoup. Je précise que je suis alsacienne et que je tiens à la préservation des cigognes. Donc merci. Pour Chris, pour mieux aborder, s'approprier les contours de cette économie régénératrice, vous avez développé un concept du nom intrigant de Tic Tac Boom. Qu'est-ce que c'est ? Alors avec un petit peu d'humour et de légèreté, en effet, on a lancé une formation en début d'année sur l'entreprise régénérative. C'est une introduction à l'entreprise régénérative. On a notre deuxième promo là, qui démarre dans quelques jours. On a une troisième promo parce qu'on fait ça par promo de pionniers. 200 personnes de différentes entreprises, des grandes entreprises du CAC 40, des PME, des ETI, qui se retrouvent sur une réflexion sur l'entreprise régénérative. Et le Tic Tac Boom, ça fait partie des nombreux éléments qu'on partage, qu'on présente dans cette réflexion-là. Et c'est une façon de réfléchir l'impact de l'entreprise, justement, à 3 niveaux. C'est le moment de prendre des notes. Allez-y, pardon. Le TIC, c'est tout simplement, aujourd'hui, ce qu'on fait de mieux, ce qu'on sait faire, ce que la RSE sait bien faire, c'est la réduction des impacts négatifs. Et on a des exemples là-dessus. Je prends l'exemple d'une entreprise Nexans dans les câbles, qui a décidé de réduire, qui s'est séparée de 80% de ses clients, parce qu'elle voyait bien que son impact environnemental là-dessus était négatif, et elle s'est recentrée sur les 20% de clients où elle participait vraiment à l'électrification du système énergétique. Un autre exemple, c'est Expansiance. On les connaît mieux à travers leur marque de cosmétiques, Mustela, pour les enfants. Eux, ils ont fait le choix, et on parlait des renoncements plutôt, et ils sont au cœur de ces conversations-là, de se séparer de leur activité de lingette, parce qu'ils ne voyaient pas de façon de rendre cette activité-là régénératrice. Et pour eux, c'est aussi une opportunité, comme avec Nexans, de rebasculer leurs efforts, rebasculer leurs énergies sur d'autres activités. Alors ça, c'est le TIC, on le comprend bien. Le TAC, quelque part, c'est au cœur de l'entreprise régénérative. Et ça revient à cette notion d'impact positif. Et là, aujourd'hui, on voit des exemples inspirants. Je pense notamment, et on passe outre-Manche, à Vivo Barefoot, qui est une entreprise britannique dans le domaine de la chaussure. Et eux, ils ont déjà un rapport à leurs produits qui est vraiment un rapport d'usage. En fait, leur obsession, c'est la marche, c'est le bien-être du pied, et c'est en fait même le contact à la nature. Ils ont des chaussures où on sent vraiment ce qu'on a sous le pied. Et dans leurs produits, en fait, ils utilisent leurs produits comme une façon d'accélérer la transition agricole. C'est-à-dire que le cuir, il vient de pâturage dynamique tournant. Les plastiques sont toutes parties de filières circulaires. Donc en fait, leur impact permet de faire bouger ces filières-là. Et donc là, on est sur du TAC. On va aller créer de l'impact positif, de la valeur régénérative. Le boom, c'est quelque part, c'est un appel à changer de regard sur la façon dont on fait les choses. On est aujourd'hui dans une logique d'entreprise d'impact direct. On a cette vision très action-réaction, je fais quelque chose, je veux un résultat. Et nous, ce qu'on perçoit, ce qu'on sent au niveau de l'entreprise régénérative, c'est que ce qui est d'autant plus important, ce qui est tout aussi important, c'est de savoir créer les conditions pour faire émerger des impacts indirects, des effets papillons, d'où le nom de la formation. Un exemple là-dessus, pour essayer de l'illustrer concrètement, c'est l'exemple que vous connaissez peut-être de Pocheco. C'est une entreprise dans le nord de la France qui fait des enveloppes. C'est une entreprise qui a complètement changé sa manière de produire ces enveloppes, au niveau du sourçage du bois par exemple, au niveau des encres, qui étaient à l'origine des encres toxiques. Ils ont créé localement une filière d'encre naturelle. Et leur usine est une usine quasiment forêt, avec des nichoirs pour les oiseaux, ils ont de la permaculture sur site. L'effet boom, qu'est-ce qu'il a été ? Ça a été 10 millions d'euros d'investissement sur plusieurs années, au feeling, à l'instinct, pour aller dans la logique de eux, la mission qui s'était donnée. Et l'effet boom, ça a été la crise en Ukraine, qui a amené une explosion des prix des matières premières et de l'énergie,
Alors que eux, leur modèle énergétique est local. Ils sont sur du bois local, de pellets, qui alimentent leur centrale. Et là où tous leurs concurrents ont vu le prix de leurs enveloppes augmenter, eux sont restés stables et ont complètement développé leur activité. Donc, la régénération, si on n'a pas l'œil, si on ne développe pas l'œil pour aller sentir ces effets indirects, est difficile à mettre en place. Tic-tac, boum, c'est plutôt efficace. Elisa, est-ce que selon vous, il y a une limite au développement, enfin une ou des limites au développement de l'économie régénératrice, et si oui, lesquelles? Oui, à date, il y a des limites dans notre propre écosystème qui évolue, mais lentement. Tout à l'heure, on a dit que les grandes entreprises avaient un grand rôle à jouer. Je suis évidemment d'accord avec ça, mais une entreprise, même grande, elle n'agit jamais seule. Il y a aussi les pouvoirs publics, sa chaîne de valeur. Si je reviens à un exemple concret de limite aujourd'hui en lien avec nos propres actions à Enedis, c'est les règlements de la voirie. En fait, aujourd'hui, les règlements de la voirie prévoient que quand on creuse un chantier, quand on a un chantier, il faut soit de la terre neuve ou mieux la terre recyclée pour reboucher la tranchée. Alors que Enedis, nous, on prône pour que ça soit le réemploi de la terre qu'on vient d'extraire in situ. Donc, et on voit très bien que ça a des effets, des bénéfices du point de vue climat qui sont extraordinaires parce qu'on diminue de 20% le bilan de carbone d'un chantier rien qu'en faisant ça. On économise les allers-retours en camion qui repartent avec la terre, qui la déclarent en déchets et reviennent avec la terre recyclée. Donc, on voit bien que ça a été fait à un moment donné. Je pense qu'à l'époque, c'était quelque chose qui avait du sens. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Mais donc, il faut changer ça. On le fait quand on fait des chantiers bas carbone, on en a fait à Vannes, on vient de finir un chantier à Dunkerque. On montre en fait que ça marche, mais aujourd'hui, ce qui doit être la règle dans le temps, c'est une exception. Donc il faut démontrer au fur et à mesure. Et il y a aussi une limite parfois propre au modèle d'activité qui est peut-être propre aux activités des entreprises qui ont un rôle à jouer dans la transition écologique. Si je prends aussi toujours l'exemple d'Enedis, nous sommes en phase de croissance parce qu'il faut croître pour permettre à la France de se décarboner. On va investir plus de 96 milliards d'euros entre 2022 et 2040 pour être rendez-vous aux transitions écologiques. Pendant ce temps-là, évidemment, on va consommer des ressources, on va même augmenter nos propres émissions indirectes, paradoxalement, alors qu'on fait éviter des émissions aux autres acteurs. Donc, ce qu'on dit, c'est que même dans cette phase de croissance, on ne veut pas le faire n'importe comment. On va bien dimensionner le réseau. On ne va pas, quand on nous demande de raccorder des bornes de recharge de façon anarchique, on va faire en dialoguant avec les collectivités pour dire non, il y a quand même une logique. On ne peut pas mettre non plus partout toutes les bornes. Donc, croissance, oui, mais une croissance à la fois raisonnée et responsable. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes et après, je vous promets, je vous libère pour le déjeuner. Je sais que c'est important. Pour conclure, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs qui sont un peu plus critiques justement sur les contours et les fondements de l'économie régénératrice, en redoutant notamment qu'elle traduise une manière de réhabiliter le productivisme sans en attaquer les fondements les plus destructeurs. Qui a envie de commencer? Qui veut répondre? Juste avant le déjeuner, je trouve ça pas mal. On a combien de temps? J'ai dit 5 minutes pour vous tous. Peut-être qu'on peut répondre, enfin, moi je vais avoir une approche plutôt pragmatique, plutôt que théorique, qui est de dire que certes, l'économie régénérative, c'est quelque part un cap, un objectif, et qu'à date, on n'a pas complètement... on n'y est pas encore. Il y a certainement beaucoup d'entreprises qui sont plus dans une démarche, et Epopée et Gestion fait partie de cette démarche-là, avec des projets qu'elle soutient, tels que, je sais pas moi, des projets de bateaux à propulsion à voile, qui sont des choses assez innovantes, qui sont des choses assez concrètes et qui sont, nous semble-t-il, des investissements vers lesquels on souhaite flécher notre action. Il me semble que ce qui est important, c'est en fait, plus que de se poser la question de savoir si c'est parfait ou si c'est imparfait, c'est de se dire qu'en fait, il y a
besoin d'agir de façon urgente, et qu'il y a certainement des réponses qui sont imparfaites. Par exemple, on vient de lancer un fonds dédié aux infrastructures bas carbone. C'est un fonds qui s'appuie sur une sélection assez rigoureuse des investissements qu'on va faire. C'est des investissements dans des projets qui respectent la trajectoire bas carbone et les accords de Paris. Donc on exclut tous les projets qui sont au-delà d'une température de 2 degrés. On a parlé de renoncement, on y est là. C'est aussi des projets qui respectent la taxonomie européenne. On sait que la taxonomie européenne, c'est une méthode et un corpus qui n'est pas parfait. Pour autant, on accepte que c'est le meilleur à date, et à défaut de mieux, eh ben on prend ce qu'il y a pour l'instant, avec l'idée qu'il faut probablement avoir une approche de progrès pour que ce qui est innovant aujourd'hui devienne la norme demain, et qu'on continue à avoir une approche plus holistique, plus globale, en intégrant les dimensions économiques, sociétale, écologique, et en n'attendant pas d'avoir l'outil parfait, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. En tout cas, voilà la réponse que moi j'apporterai à cette question. Et merci pour celle-ci, Amaury. Moi, je dirais que c'est pas avec du scepticisme qu'on va changer le monde, et qu'il y a besoin d'une sorte d'optimisme et probablement de naïveté aussi dans l'idée qu'on peut changer le monde. On va y arriver tous ensemble, et il faut multiplier les expériences. Il faut repenser l'entreprise non pas comme une machine qui détruit, mais comme un organisme vivant qui fait partie d'un tout. Il y a un changement systémique à apporter. Il faut tout changer en fait, donc c'est vrai que c'est un défi qui est majeur. Il faut que l'entreprise prenne soin d'elle-même, qu'elle prenne soin de ses collaborateurs, qu'elle prenne soin de son territoire, qu'elle prenne soin de ses parties prenantes, parce que plus elle prendra soin, mieux ça sera, et qu'elle prenne évidemment soin de la planète. Probablement, l'entreprise est fragile, et je pense aussi que c'est un aspect qui est important, ce savoir fragile. On est fragile individuellement. L'entreprise, comme c'est un organisme vivant, il est fragile, et elle peut disparaître. Nos sociétés aujourd'hui, elles sont fragiles. Et ce savoir fragile, probablement, et avoir l'humilité de le reconnaître, c'est probablement la première des forces, en fait. Et enfin, je crois qu'il faut se faire confiance dans notre capacité à inventer de nouveaux modèles, à coopérer, à sortir de cette logique de compétition pour une logique de coopétition, on entend ce mot-là de temps en temps, et à ne pas hésiter à multiplier les collaborations fructueuses. Pour Camif, par exemple, ça a été le rapprochement l'année dernière avec la Maïf. On a une histoire commune, on a une géographie commune, on a aussi une philosophie commune sur l'entreprise à mission. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que ce groupe cette année a pris une décision que je trouve intéressante avec le dividende écologique. Ils reconnaissent finalement que la planète est une partie prenante intégrante de l'entreprise, qu'elle crée de la valeur pour l'entreprise, et donc ils reversent 10% de leur dividende chaque année à des actions autour de la planète. On pourrait aller carrément plus loin et dire que dans le conseil d'administration, il y a des ONG représentants de la planète et qu'ils ont un droit de vote, parce que ça sera reconnaître que l'entreprise fait partie de ce vivant dont on parle. Et pour résumer, l'importance du co. Elisa. Moi, je dirais, osons l'optimisme. La transition écologique a besoin de tous les acteurs, ne pas nous opposer les uns contre les autres. La mise à l'échelle est importante, le fait d'expliquer, d'embarquer le plus de monde possible. Ça ne sert à rien d'être ce fameux colibri qui fait sa part des choses. On n'arrive jamais en étant isolé. Donc, ça doit être une démarche collective, et il faudrait que tout le monde puisse suivre de façon positive, et puis surtout ne décourageons pas les bonnes volontés. Chris, le mot de la fin, il est pour vous. Merci. Moi, je dirais donc la critique, elle est utile, et il faut en effet faire attention aux mots qui sont vides. Et j'ai envie d'inviter tout le monde à aller voir, justement, parce qu'il se passe quelque chose, il y a une dynamique, elle est vraiment intéressante. Et au-delà d'aller voir, d'essayer de le vivre, d'essayer de se mettre en position, de se dire, si mon entreprise était régénérative, qu'est-ce que ça pourrait donner ? D'aller faire ce chemin-là. Et là, chacun peut se faire son propre point de vue. Est-ce qu'il y a quelque chose là pour moi ? Et nous, on est très enthousiastes, on voit vraiment beaucoup de belles choses. Merci infiniment à tous les quatre pour ces partages, ces éclairages. Et je vous souhaite un bon appétit.